Il pensait qu'il n'était qu'un chien, un vieux chien à la retraite arpentant la ville comme un fantôme d'une autre époque sans badge, sans maître, sans but. Jusqu'au jour où il s'est introduit par effraction dans une clinique. Ni une maison, ni une décharge, ni même une scène de crime ou une clinique pédiatrique de banlieue. Il brisa une vitre, traversa le couloir à toute vitesse et fit irruption dans une salle d'examen au moment même où un médecin s'apprêtait à injecter quelque chose dans le bras d'un enfant. La seringue heurta le sol. Le chien monta la garde, grognant doucement et immobile pendant quelques longues secondes. Personne ne comprit ce qui se passait. Mais plus tard, lorsque la police testa la seringue et que la vérité sur le médecin éclata, le pays tout entier se poserait la même question, comment le chien avait-il su? Tout avait commencé comme un mardi ordinaire à Millstone, dans l'Ohio, une ville tranquille avec juste assez de monde pour remplir un Walmart, quelques restaurants et 3 églises. C'était un après-midi frais de fin d'automne, le genre d'après-midi où le vent charriait les feuilles sèches et l'odeur de la fumée de bois à travers la ville. Samantha Ford, mère célibataire de 2 enfants, se dépêchait d'emmener son plus jeune fils, Noah, à son rendez-vous médical de 16 heures. Il avait des vertiges ces derniers temps, rien de grave, mais suffisamment étrange pour qu'il aille voir la nouvelle clinique qui avait ouvert à quelques rues de Main Street. Une enseigne lumineuse, un parking propre, une haute clôture blanche bordant la propriété. L'ambiance était plutôt professionnelle, quoiqu'un peu aseptisée. Le docteur Carl Whitmore lui avait été recommandé par un voisin. Samantha ne l'avait jamais rencontré, mais on lui avait dit qu'il était doux avec les enfants et qu'il ne prescrivait pas trop de médicaments comme certains autres médecins de la ville. Cela lui suffisait. La salle d'attente était inhabituellement silencieuse, juste la réceptionniste, qui semblait nerveuse et regardait sans cesse l'heure, et une télévision vacillante diffusant des dessins animés. Noah, 8 ans, tout en tache de rousseur et en curiosité, serra la main de sa mère en entrant. « Ça sent bizarre ici », murmura-t-il. Samantha balaya la question d'un revers de main. « Sûrement juste des produits de nettoyage, ma puce. » Ils restèrent assis une minute, puis l'infirmière, une femme d'âge moyen avec une queue de cheval trop serrée et un presse-papier, les appela. Samantha essaya de les suivre, mais l'infirmière l'arrêta à la porte. « En fait, on fait juste un petit contrôle aujourd'hui, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu peux attendre ici. Ce sera rapide. » Samantha hésita. « Tu es sûr ?» L'infirmière hocha la tête. « Il ira très bien. » De l'autre côté de la ville, Bravo, un chien à la retraite, errait sur les trottoirs. Il n'appartenait plus à personne, après la mort de son partenaire dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, il avait été transféré de refuge en refuge. Finalement, il s'était échappé d'un jardin clôturé et vivait dans la rue depuis le printemps. Les gens le nourrissaient, certains l'évitaient. Mais tout le monde le connaissait. Les enfants l'appelaient « Sergent », même si l'étiquette sur son vieux collier indiquait toujours « Bravo ». Cet après-midi-là, quelque chose l'attira vers l'est, vers la clinique. Il ne courait pas après une odeur. Ce n'était ni de la nourriture, ni du bruit, mais il courut plus vite que d'habitude, les yeux en avant, la tête basse. Dans la salle d'examen, le docteur Whitmore sourit à Noah et referma la porte derrière lui. Un léger bip retentit lorsque la serrure magnétique s'enclencha. Il remonta ses manches, révélant une peau pâle, presque translucide, et se dirigea vers le comptoir où la seringue avait déjà été préparée. « Ta mère dit que tu as des vertiges ?» demanda-t-il en ouvrant un tiroir sous le comptoir. Noah hocha la tête, assis raidement sur la table d'examen. « Ne vous inquiétez pas, juste un petit coup de pouce. Ça renforcera votre sang. » Noah fronça les sourcils. « Je pensais que ce n'était pas le moment de me faire vacciner. » Whitmore ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'approcha lentement, tenant la seringue à la lumière. Dehors, le téléphone de Samantha vibra. C'était son patron qui demandait un changement d'équipe. Elle sortit sur le parking pour répondre à l'appel, faisant les 100 pas dans le vent frais. C'est alors qu'elle entendit des aboiements. Cela a commencé par un grognement bas, régulier et délibéré, venant de quelque part dans la rue. Quelques personnes ont tourné la tête.
Puis le grognement est devenu plus fort, plus urgent. Bravo contourna le coin de la clinique, ses pattes glissant sur le béton, les yeux rivés sur l'entrée latérale. Il bondit. Le réceptionniste hurla en sautant par une fenêtre latérale entr'ouverte. Le verre se brisa, les papiers volèrent, les chaises s'écroulèrent. Elle essaya d'attraper le téléphone, mais il avait disparu au fond du couloir avant qu'elle puisse composer le numéro. Chambre 3, c'est de là que venait l'odeur. Ni sang, ni poudre, mais autre chose. Quelque chose de chimique. Familière. Bravo claqua la porte. Whitmore pivota sur lui-même, seringue à la main. Noah hurla lorsque la seringue tomba, se brisant sur le linoléum. Un liquide sombre gicla sur le sol. Bravo se tenait entre l'homme et l'enfant, les dents découvertes, et son grognement était si profond qu'il fit trembler les vitres. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis le médecin se précipita vers un tiroir peut-être pour une autre seringue, peut-être pour quelque chose de pire. Bravo lançait. Lorsque Samantha entendit le bruit du fracas et retourna à l'intérieur, les policiers arrivaient déjà. L'un d'eux, l'agent Medina, reconnut immédiatement Bravo. « Mon Dieu, c'est Bravo », murmura-t-elle. « Mais qu'est-ce qu'il fout ici ?» À l'intérieur, ils trouvèrent le médecin plaqué contre le mur, les yeux écarquillés et les mains levées. Noah était assis dans un coin, tremblant mais indemne. La seringue avait disparu, imbibée dans les carreaux fissurés. Whitmore prétendait que le chien était devenu fou, qu'il ne faisait qu'injecter au garçon une forte dose de vitamines. Mais rien dans la scène n'avait de sens, pourquoi la porte était-elle verrouillée de l'intérieur? Pourquoi personne d'autre n'était dans le bâtiment? Et quel était exactement ce liquide? Plus tard dans la nuit, après que la police ait évacué la clinique et que le contrôle des animaux ait escorté à contre-cœur Bravo au poste pour observation, l'officier Medina s'est assis avec Samantha et a demandé tranquillement plus de détails. Samantha pouvait à peine parler. Cet homme allait faire une injection à mon fils sans mon consentement, sans rien m'expliquer. Elle serra Noah fort dans ses bras. Il lui a sauvé la vie. Je me fiche de ce qu'on dit. Medina fixait la vitre brisée, la seringue cassée, le garçon aux joues striées de larmes et aux mains tremblantes. Au fond d'elle-même, elle était d'accord, mais l'histoire ne faisait que commencer, car le test n'était pas encore arrivé et personne ne savait vraiment ce que contenait cette aiguille. L'histoire ne tarda pas à se répandre. Au matin, la première page du Millstone Gazette annonçait « Un chien policier à la retraite interrompt une consultation à la clinique et sauve un garçon d'une injection non identifiée ». Les forums en ligne bourdonnaient de spéculations. La moitié de la ville louait le chien, le qualifiant de héros, l'autre moitié se demandait s'il ne s'agissait pas d'un malentendu, d'une simple réaction excessive et dramatique d'un vieil animal instable. Mais derrière les gros titres, quelque chose de réel se déroulait, car le laboratoire avait finalement analysé ce qu'il y avait à l'intérieur de cette seringue et ce n'était pas des vitamines. Au commissariat, l'agente Rachel Medina se pencha sur le rapport médico-légal, les doigts tremblants en tournant les pages. Elle avait travaillé avec Bravo des années auparavant lors d'une opération antidrogue à Toledo. À l'époque, il était vif, fiable et précis, il n'aboyait jamais sans raison. Selon le rapport, le liquide clair contenu dans la seringue cassée contenait deux ingrédients clés, un sédatif à action rapide, souvent utilisé en anesthésie chirurgicale, et du midazolam, une substance réglementée aux puissantes propriétés d'effacement de la mémoire. Ensemble, ils formaient un cocktail conçu pour endormir une personne et effacer ses souvenirs. Medina laissa échapper un long soupir. Que préparait ce médecin? Pendant ce temps, Samantha était recroquevillée sur le canapé du salon, serrant Noah dans ses bras comme s'il risquait de s'échapper si elle le lâchait. Il était silencieux, trop silencieux. Pas vraiment traumatisé, juste renfermé, comme s'il ne savait pas comment expliquer ce qui avait failli se passer et qu'il ne le voulait peut-être pas. J'ai vu l'aiguille, murmura-t-il à un moment, sans la regarder. C'était bizarre. Ce n'était pas comme la dernière fois. Samantha lui caressa les cheveux. C'est bon, bébé. Tu n'es pas obligé d'en parler. Mais il le fit, pas à voix haute, mais en dessein.
Cette nuit-là, elle trouva des croquis au crayon sur le sol de sa chambre, l'un représentait Bravo, grand et grognant, un autre, un bonhomme allumette tenant une aiguille noire, le mot « mensonge » griffonné au crayon rouge sur sa poitrine. Samantha le fixa, le cœur battant. Ce n'était pas juste une échappatoire, quelque chose de plus profond se tramait. De retour à la clinique, les enquêteurs ratissaient la propriété. L'agente Medina a rejoint l'équipe de recherche en milieu d'après-midi, scrutant chaque détail. L'endroit est impeccable, a déclaré un agent en tapotant sur les étagères vides derrière la réception. Pas même une liste de patients, tout est numérique, mais il n'avait même pas d'imprimante. Le réfrigérateur du fond ne contenait que 3 flacons, l'un correspondait à la seringue cassée, les autres étaient sans étiquette. Pas de diplômes encadrés au mur, pas de revue médicale, pas de photos de famille. On aurait dit une chambre d'hôtel se faisant passer pour une clinique. C'est alors que quelqu'un ouvrit un placard sous la table d'examen de la salle 3. Derrière une boîte de gants se trouvait un carnet relié en cuir, épais et abîmé, qui sentait légèrement l'antiseptique. On le tendit à Medina. À l'intérieur se trouvaient des rangées de notes manuscrites, chacune datée d'initiales et de ce qui semblait être des dosages. À première vue, cela ressemblait à une liste de vaccins, jusqu'à ce qu'elle remarque la note récurrente à côté de plusieurs entrées, induit, résistance observée pendant 72 heures, réinitialisation de la mémoire réussie. Sa peau se glaça. Ce n'était pas un pédiatre, c'était un prédateur autorisé à faire semblant. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel du Conseil des licences médicales de l'Ohio. Le docteur Carl Whitmore n'existait pas dans leur base de données. Le numéro de licence indiqué sur le site web de la clinique appartenait à un dentiste décédé du Kentucky. Ses qualifications étaient falsifiées, même son nom était faux. L'homme qui avait tenté d'injecter du cannabis à Noah avait utilisé au moins 4 pseudonymes au cours des 10 dernières années, tous liés à des cliniques temporaires, tous considérés comme des escrocs, tous enregistrés auprès de sociétés écrans, tous fermés discrètement après moins d'1 an. Personne n'avait jamais été inculpé, jusqu'à présent. Medina s'est rendu au centre de détention provisoire, juste à l'extérieur de la ville. L'homme arrêté, Carl Whitmore, était assis dans une petite salle d'interrogatoire, calme, poli et totalement imperturbable. « Je ne parlerai pas sans mon avocat », a-t-il déclaré catégoriquement. « Vous n'obtiendrez pas de libération sous caution », a-t-elle répondu. « Nous avons simplement comparé vos empreintes digitales à celles d'un technicien de laboratoire qui a disparu d'une clinique de Seattle en 2013. » Il sourit légèrement, comme si cela ne le dérangeait pas le moins du monde. « Nous savons que vous utilisez ce cocktail de sédatifs, » ajouta-t-elle en glissant le carnet sur la table. « Nous n'avons simplement pas encore retrouvé tous les enfants. » Pour la première fois, ses yeux vacillèrent. « Alors tu ne les trouveras jamais, pas comme tu le penses. » Au chenil de la gare, Bravo faisait de nouveau les 100 pas. Depuis l'incident, le refuge local avait accepté de le garder en quarantaine pendant 10 jours sous observation en procédure standard pour tout chien impliqué dans une morsure ou une intrusion, même si personne n'avait été blessé. Mais Bravo n'avait mordu personne. Il n'avait pas attaqué. Il avait juste empêché un crime. Mais les procédures étaient les procédures. Jusqu'à ce que les résultats des tests arrivent. Lorsque la nouvelle du mélange sédatif et des faux papiers dans le carnet s'est répandue, l'attitude de la ville a changé. Jeudi matin, le maire en personne s'est rendu au refuge. « Nous le libérons », a-t-il dit à l'agent Medina en signant les papiers. Il n'a pas sa place en cage. Il est sur une statue. Ils ont laissé Bravo sortir dans le couloir et, pour la première fois depuis des années, il a remué la queue lorsqu'il a vu quelqu'un de familier. Noé. Le garçon s'agenouilla près de lui, les bras autour du cou épais du chien, murmurant quelque chose que personne d'autre n'entendait. Samantha se tenait à proximité, les larmes aux yeux. « Quoi qu'il soit, dit-elle doucement, il était censé nous trouver. » Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres et que le ciel prenait des teintes cuivrées et grises, Medina était assise à son bureau et parcourait les anciens dossiers canins de Bravo. Elle fit une découverte curieuse. En 2017,
lors d'une perquisition dans une propriété privée du sud de l'Ohio, Bravo avait découvert un laboratoire médical caché, lié au marché noir de produits pharmaceutiques. Aucune arrestation n'avait eu lieu à l'époque. Le laboratoire était vide à leur arrivée, mais le principal suspect avait disparu avant la perquisition. Le nom sur la liste des suspects, c'est Whitmore, autre prénom, autre photo, mais le même regard froid. Bravo s'en souvenait, des années plus tard par l'odeur, la voix, l'énergie, quoi que ce soit. Il se souvenait, et cette fois, il n'attendit pas la permission. Il agit. Mais une question subsistait, pourquoi Noé? Pourquoi cet enfant? Pourquoi cette clinique? Pourquoi maintenant? Medina retourna à la société écran qui possédait la clinique Milestone. C'était l'une des dizaines de sociétés liées à une société privée d'analyse de données qui avait récemment acquis des dossiers médicaux auprès d'assureurs. D'après ces données, Noah souffrait d'un déficit enzymatique rare, affectant la formation de la mémoire. La plupart des médecins ne le décèleraient même pas, mais quelqu'un l'avait fait, et il l'avait signalé. Noah n'avait pas été choisi au hasard. Il était ciblé. Le lendemain, Samantha Ford était assise sur son porche, regardant Noah et Bravo faire la sieste côte à côte dans le jardin, lorsque son téléphone sonna. C'était l'agent Medina. « On vient de trouver autre chose, dit-elle. Il y a un deuxième carnet caché derrière les plaintes de la clinique. »« Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» demanda Samantha, la voix tremblante. Une pause. Une liste de noms avec date et âge, la plupart inférieurs à 10 ans. Samantha retint son souffle. Certains sont barrés, d'autres non. 27 noms en tout, écrits à la main en lettres capitales, chacun avec une date et un âge. Le plus jeune avait 4 ans, le plus âgé 11. L'agente Medina fixait la liste, la couverture de cuir fragile posée sur la table devant elle, les jointures blanches autour d'un stylo qu'elle n'utilisait même pas. Certains noms étaient barrés d'un trait, d'autres entourés, quelques-uns marqués d'un astérisque rouge. Aucun n'avait jamais été porté disparu. Ce fait la frappait plus durement que tout le reste. De l'autre côté de la ville, Samantha était assise à sa table de cuisine, son téléphone sur haut-parleur alors qu'elle parlait avec Rachel, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait. Mais pourquoi? Pourquoi personne ne signalerait la disparition de ses enfants? On ne sait pas encore, répondit Rachel. On a vérifié les noms dans toutes les bases de données, dossiers scolaires, services sociaux, et même registres de vaccination. La plupart n'apparaissent nulle part. En fait, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé officiellement. La voix de Samantha se brisa. Alors qui était-il? On pense. Rachel hésita. Certains sont peut-être issus du système d'accueil familial ou de foyers privés ou des endroits avec des trous, des endroits que personne ne surveille de près. Samantha sentit son estomac se retourner. L'idée que quelqu'un ait construit une clinique entière juste pour cibler des enfants qui ne passeraient pas inaperçus était plus horrifiante. C'était une stratégie maléfique, froidement calculée. Cet après-midi-là, Rachel appela le bureau d'enquête de l'État à l'aide. 2 agents arrivèrent le lendemain matin, l'agent Marcus Cole, un homme discret aux yeux fatigués et à l'allure militaire, et l'agent Tessa Grady, qui se déplaçait comme si elle connaissait déjà le dénouement de chaque histoire. Ils ne perdirent pas de temps. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, a déclaré Grady après avoir examiné les 2 carnets et le faux permis médical. Il s'agit d'un phénomène récurrent, d'un réseau. Quelle taille? Demanda Rachel. Cole expira. On ne sait pas, mais le même système de clinique est apparu dans au moins 3 autres États au cours des 10 dernières années. Bail temporaire, pas de dossier médical électronique, pas de facturation d'assurance, juste des paiements en espèces ou des consultations de bien-être à bas prix, et toujours à proximité de quartiers défavorisés. Grady a ajouté, des endroits où les familles sont moins susceptibles de réagir. Rachel serra les dents. Alors, ce n'était pas une question d'argent? Non, répondit Grady. C'était une question d'accès. Pendant que les agents montaient leur dossier, Bravo devint une célébrité du jour au lendemain. Les équipes de télévision locales se pressaient à Milestone pour le filmer allongé sous un arbre dans le jardin de Samantha,
ou trottant à côté de Noah telle une ombre velue. Des gens laissaient des jouets à mâcher et des os à la clôture du refuge, une boulangerie leur fit même parvenir un gâteau en forme de chien. Mais Bravo n'appréciait guère cette attention. Il restait près du garçon, et si un inconnu s'approchait à moins de 3 mètres de Noah, il s'avançait juste assez pour dire « Je te vois, ne tente rien ». Noah, de son côté, ne parlait toujours pas beaucoup. Mais la nuit, Samantha l'entendait murmurer à Bravo, des conversations animées, des petits secrets, parfois des blagues, parfois des craintes. « Il va revenir, tu sais » murmura-t-il un soir, pensant que personne ne l'écoutait. Les gens comme lui reviennent toujours. Samantha ne savait pas quoi dire, car une partie d'elle le croyait aussi. À la fin de la semaine, les enquêteurs ont trouvé un nom correspondant au deuxième carnet, une fille prénommée Maria G, inscrite à l'âge de 7 ans. Le dossier était ancien, une simple empreinte digitale provenant d'une inscription scolaire ratée à Phoenix, en Arizona. Sa tutelle était confiée à un foyer d'accueil privé, aujourd'hui fermé, appelé Hope Creek Family Service. Ce foyer avait fermé en 2019 après qu'un lanceur d'alerte eût signalé des négligences. Aucune charge n'avait été retenue. La voix de Grady était tendue lorsqu'elle a annoncé la nouvelle à Rachel. Il pense que Carl Whitmore a postulé pour intégrer cette maison en tant que consultant pédiatrique bénévole en 2018. Aucune vérification des antécédents n'est requise. Rachel se sentait mal. Cet homme ne s'était pas simplement glissé entre les mailles du filet, il s'y était glissé, s'y était enfoui profondément et s'était installé sous le nez de tout le monde. Et personne ne l'avait arrêté, jusqu'à Bravo. Il n'a pas fallu longtemps aux fédéraux pour obtenir un mandat de perquisition dans un local de stockage loué sous l'un des pseudonymes de Whitmore, juste à l'extérieur de Columbus. Ce qu'ils ont découvert a incité les agents chevronnés à sortir respirer. À l'intérieur se trouvaient 4 armoires en acier verrouillées et dissimulées derrière une pile de chaises cassées et de cartons étiquetés, fournitures de bureau. À l'intérieur des armoires, des dossiers ou des dizaines chacun étiquetés avec le prénom et l'initiale du nom de l'enfant. Des polaroids accrochés aux couvertures intérieures. Des dossiers de dosage. Des observations comportementales. Des annotations qui donnaient la chair de poule à Rachel. Le sujet j'ai réagi bien aux signaux visuels. La profondeur du sommeil s'est améliorée au deuxième essai. Légères ecchymoses. Aucun souvenir n'a été rapporté par la suite. Tout était écrit à la main, en lettres majuscules serrées. Et tout au fond, dans une enveloppe séparée, se trouvait une liste de prospects, 5 noms, dont Noah Ford, le seul avec une étoile rouge à côté. Rachel retourna à Millstone en silence, les mains agrippées au volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle ne s'arrêta pas à la gare, elle alla directement chez Samantha. Noah était assis sur le porche avec Bravo, jouant avec un camion de pompiers en plastique. En la voyant, il se leva lentement. Rachel s'agenouilla devant lui. « Salut, mon pote, dit-elle doucement. Je veux que tu saches que tu es vraiment, vraiment courageux. » Noah ne dit rien, hocha simplement la tête, puis retourna jouer avec le camion. Rachel se leva et se tourna vers Samantha. « Nous avons trouvé le nom de votre fils sur une liste, dit-elle doucement, dans un garde-meuble près de Columbus, avec des dizaines d'autres dossiers, des dossiers médicaux, des observations. » Samantha retint son souffle. « Noah a-t-il déjà été blessé ? » « Nous ne le croyons pas, dit Rachel. Mais nous pensons qu'il était le suivant. » Samantha baissa les yeux vers son fils, puis vers le chien couché à côté de lui, la tête sur ses pattes, le regard alerte. Bravo la regarda à son tour et, pour la première fois, elle comprit pleinement, il n'était pas tombé sur cette clinique par hasard, il l'avait chassée. Ce soir-là, Rachel était assise dans son appartement, les yeux rivés sur le vieux dossier K9 de Bravo. Là, dans la marge, se trouvaient des notes de sa dernière année dans la police. Mémoire exceptionnelle. Sensibilité aux signaux chimiques. Forte réaction à des stimuli spécifiques. Déclencheur non identifié à envisager pour des expériences. À l'époque, personne n'avait donné suite, coupe budgétaire, mutation, puis l'accident de voiture qui avait coûté la vie à son supérieur.
Le dossier venait d'être clos, mais Bravo n'avait pas oublié. Il avait quelque chose en lui, une odeur, un schéma, une intuition. Et lorsqu'il revit Whitmore, il sut qu'il n'avait besoin ni de mandat, ni de renfort, ni de permission. Il agissait, tout simplement. C'est peut-être ce qui effrayait le plus les gens, qu'un chien ait vu ce que personne d'autre n'avait vu, et qu'il ait choisi de l'arrêter. Plus ils en découvraient, moins on voulait croire à une réalité. Un faux pédiatre. Des dizaines d'enfants introuvables. Un carnet enfoui derrière des plaintes, avec des noms introuvables dans aucun système. Et un chien de garde à la retraite, se nourrissant de restes, à moitié oubliés du monde, l'avait ouvert comme s'il s'agissait d'un simple exercice d'entraînement. Mais Rachel Medina ne s'intéressait plus aux gros titres, elle voulait la vérité, car il manquait encore trop de pièces, trop d'enfants étaient toujours portés disparus. Dans un bâtiment fédéral calme, près de Cleveland, Medina était assis en face de l'agent Grady, à une table de conférence blanche jonchée de documents. Sur le mur derrière eux, épinglé avec des punaises et du fil rouge, s'étalait un réseau de noms, de lieux, d'alias et d'adresses d'établissements, tous pointant vers un seul nom, le docteur Carl Whitmore, ou quel que soit son vrai nom avant qu'il ne l'enfouisse sous une pile d'identités volées. « Qu'est-ce que c'est » demanda Medina en désignant une photo floue accrochée au tableau, une vue extérieure d'un centre de bien-être désaffecté à Shreveport, en Louisiane. Opéré en 2015, dit Grady en feuilletant ses notes. Opéré pendant 10 mois. Fermeture après 2 incidents impliquant un enfant mal à l'aise pendant les traitements. Aucune suite judiciaire? Pas de poursuite? Pas d'accusation criminelle. Le personnel a disparu une semaine avant l'arrivée des commissaires au compte? Pas de dossier de patient? Grady secoua la tête. Que des relevés de caisse. Pas de dossiers électroniques. Pas de système de prise de rendez-vous. Même schéma. Medina murmura, toujours du liquide. Toujours des enfants sans papier. Toujours partis avant que quiconque puisse le toucher. Grady hocha la tête. Mais cette fois, on l'a touché. De retour à Millstone, Samantha Ford était assise dans un modeste cabinet de thérapie avec son fils Noah, tous deux sous la douce voix de la psychologue pour enfants, le docteur Léa Markham. Noah s'était confié plus que quiconque la semaine précédente, à propos de l'injection, de la pièce, du regard froid de l'homme, du bruit de la porte qui claquait quand sa mère ne regardait pas. Mais surtout, il parlait du chien. Comment le savait-il? Demanda Noah pour la 3e fois de la séance. Le docteur Markham sourit. C'est ça, le truc avec les chiens comme Bravo, ils sont dressés pour trouver ce que les gens ne voient pas. Ils utilisent leur nez, leurs oreilles, et même des émotions que nous ne comprenons pas. Noé avait l'air pensif. Alors il sentait que quelque chose n'allait pas? Je pense qu'il savait que quelque chose n'allait pas, dit-elle doucement. Et il est venu pour aider. Noah jeta un coup d'œil au panier près du canapé, où Bravo s'allongeait désormais à chaque séance, comme s'il avait été embauché à temps plein. Il sait toujours, murmura le garçon ce soir-là, tandis que l'obscurité s'installait sur Millstone. L'agente Medina a reçu un appel d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. La voix à l'autre bout du fil était rauque, masculine et âgée. J'ai vu les nouvelles, a-t-il dit, à propos du médecin, de la clinique, du désastre. Qui est-ce? Demanda Medina. Je ne le connaissais pas sous le nom de Whitmore. Il y a quelques années, il portait un autre nom. J'étais agent de sécurité au Honduras. À l'époque, il s'appelait Dr Raymond Alden et dirigeait une initiative de santé pour les enfants déplacés. Medina griffonnait rapidement. Que s'est-il passé? Il a disparu, a emporté ses données et a réduit la tente en cendres. Ils n'ont jamais retrouvé les enfants. Pourquoi appelles-tu maintenant? À cause du chien. Je l'ai déjà vu. Medina se figea. Quoi? Dans le complexe de l'Ohio, lors de la descente antidrogue. C'était le chien policier qui a débusqué le labo inférieur. Bravo. Il ne se souvenait pas seulement des visages ou des voix, il traquait cet homme depuis des années. Pendant ce temps, dans un laboratoire privé de Washington, D.C.,
une équipe de police scientifique fédérale effectuait de nouveaux tests ADN sur la seringue cassée de Milston. Cette fois, ils ne recherchaient pas seulement des produits chimiques connus, mais aussi le mélange avec lequel elle avait été mélangée, car elle n'avait aucun effet sédatif similaire à celui utilisé en milieu hospitalier. Ce qu'ils ont découvert a fait lâcher son café à une technicienne. Il y avait des brins d'ARN synthétique, des enzymes modifiées ou une signature chimique que l'on ne retrouve dans aucun médicament approuvé par la FDA. En bref, de la biogénie expérimentale, un composé conçu pour modifier les voies neuronales chez les enfants en développement afin de manipuler la mémoire, de supprimer les émotions ou, pire encore, de contrôler le comportement. Ce n'était ni un stimulant, ni un sédatif. C'était un prototype. Le lendemain, Grady appela Medina. « J'ai besoin que tu t'assoies pour ça, dit-elle. Médine l'était déjà. Nous pensons que l'homme connu sous le nom de Whitmore faisait partie d'un programme médical à budget noir au début des années 2000, une initiative financée par la DARPA explorant la suppression de la mémoire pour le SSPT et la reprogrammation comportementale, a déclaré Grady. Medina, stupéfait, il a été fermé en 2008 après de multiples manquements à l'éthique, mais une poignée de chercheurs ont disparu. Nous pensons qu'il a continué à travailler en coulisses, utilisant des enfants au lieu de soldats, effectuant des tests sur des individus que personne ne voulait retrouver. La voix de Rachel tremblait. Pourquoi des enfants? Parce que leur cerveau est plus malléable, plus réactif, plus facile à réécrire. Ce soir-là, alors que Samantha ouvrait son ordinateur portable pour consulter ses emails, elle trouva quelque chose d'étrange dans sa boîte de réception, pas d'expéditeur, pas d'objet, juste une vidéo. Elle cliqua dessus. C'était une image granuleuse, prise d'en haut, digne d'une caméra de surveillance. Dans ce qui ressemblait à une salle d'examen, un enfant était assis sur une table d'examen. Un homme au Whitmore se tenait à proximité, une seringue à la main. Il n'y avait aucun son, mais le regard vide de l'enfant lui en dit long. Elle referma l'ordinateur d'un coup sec, le cœur battant la chamade. Le lendemain matin, elle l'a remis à Medina. Une équipe a remonté l'origine IP du fichier jusqu'à un serveur de masse en Roumanie, probablement membre d'un réseau de lanceurs d'alerte. Ils pensaient que quelqu'un diffusait des images pour faire pression sur les autorités fédérales, et ils avaient raison. En moins de 48 heures, un média national révélait l'affaire, des expériences secrètes sur la mémoire des enfants dévoilées. L'indignation générale explosa. Des cases de reportages se déversèrent sur Milston. Bravo s'étala sur les écrans de télévision. La maison de Samantha devint un repère de journalistes et de sympathisants. Mais l'ambiance a changé lorsqu'un autre nom du carnet a refait surface. L'une des enfants, Maria G., a été retrouvée. Elle avait 16 ans et vivait désormais sous un autre nom dans un foyer pour jeunes au Nouveau-Mexique. Elle n'avait aucun souvenir du médecin, mais elle se souvenait du chien. Il aboyait très fort, a-t-elle raconté lors d'un appel vidéo avec Grady. C'est tout ce dont je me souviens, quelque chose de profond, comme s'il essayait de me réveiller. J'allais recevoir une piqûre, puis j'ai entendu des aboiements, puis plus rien. De retour à Milston, Noah regardait des dessins animés sur le canapé lorsqu'il s'est tourné vers sa mère et lui a demandé doucement, vont-ils s'en prendre à Bravo? Samantha cligna des yeux. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il en sait trop. C'était une phrase puérile, et pourtant, quelque chose me semblait juste. Cette nuit-là, quelqu'un s'est introduit par effraction au refuge pour animaux de Milston. Ils ont coupé le courant, brisé la clôture arrière, et sont arrivés jusqu'au chenil avant de déclencher l'alarme silencieuse. À l'arrivée des policiers, ils avaient disparu, mais une chose était claire, Bravo n'était pas dans son enclos, car il n'y était jamais allé. Samantha l'avait ramené chez elle 2 nuits plus tôt, contrairement au protocole, car Noah ne pouvait pas dormir sans lui. Ce faisant, elle lui avait peut-être sauvé la vie. Medina a visionné les images de vidéosurveillance du refuge. Une grande silhouette vêtue d'un sweat à capuche noire se déplaçait délibérément, rapidement, comme si c'était déjà arrivé. Mais la caméra a capturé une image nette de son visage, celui du complice de Whitmore. Inconnu, non identifié,
jusqu'à ce que la reconnaissance faciale révèle une correspondance. Un consultant en biotechnologie, ancien sous-traitant du gouvernement, avait disparu en 2011. Le filet s'élargissait, et ce n'était pas fini. À Millstone, tout le monde connaissait désormais le nom de Bravo. Ce chien policier à la retraite, autrefois flaireur de stupéfiants et d'armes, était désormais à la télévision nationale. Son histoire était en tête d'affiche sur tous les réseaux sociaux sous le hashtag Bravo the Hero. Mais ceux qui l'avaient célébré n'avaient aucune idée de l'ampleur de la situation. Ils n'imaginaient pas que derrière les gros titres se déroulait une chasse à l'homme secrète, et que, quelque part, quelqu'un cherchait encore à le réduire au silence. Car Bravo n'était pas seulement un héros, c'était un témoin. L'agent du FBI Tessa Grady se tenait dans la salle de crise qu'ils avaient aménagée au sous-sol du bureau fédéral de Cleveland. Des cartes, des photos, des rapports chimiques et des dossiers classifiés couvraient les murs. L'opération avait été reclassée au niveau 4 pour menace intérieure. Le véritable nom de Whitmore n'était toujours pas confirmé. La meilleure hypothèse était celle de Rayman Elkane, un ancien neuroscientifique bénéficiant d'une habilitation de sécurité de haut niveau, disparu en 2009 après avoir témoigné lors d'une audience à huis clos sur l'éthique militaire. Mais son complice avait désormais un nom, le Dr Nolan Stokes, un ingénieur en biotechnologie qui avait travaillé sur les premiers prototypes de traitement de suppression de la mémoire dans le cadre de l'initiative Neural Lobe de la DARPA. Ces mêmes traitements apparaissaient désormais dans la formule de la seringue de Whitmore. Stokes avait disparu sans laisser de traces après 2011, jusqu'à la semaine dernière, lorsqu'il s'est introduit par effraction au refuge pour animaux de Millstone. Et maintenant, il savait qu'il ne se contentait pas d'aider Whitmore, mais qu'il continuait activement ses tests. Samantha Ford était assise sur la véranda, une tasse de café tiède à la main, tout en regardant Noah et Bravo faire la sieste dans l'herbe, enveloppés dans une pile de couverture. Toutes les 2 ou 3 minutes, les oreilles de Bravo frémissaient, même endormi, il était alerte. Son téléphone vibrait, un SMS de Rachel Medina. « J'ai besoin de parler en privé, pas par téléphone. » 20 minutes plus tard, Medina arriva. Elle paraissait épuisée, cerne, cheveux en queue de cheval désordonnés, son étui à bandoulière à moitié exposé sous sa veste. « J'ai une question à te poser, dit-elle en s'asseyant en face de Samantha. « N'importe quoi, répondit Samantha. Et si on utilisait Bravo pour les attirer ? Samantha la regarda fixement. Quoi ? Un piège contrôlé installé dans un lieu sécurisé. Des caméras ? Des agents ? Un appât, continua Medina. Nous avons annoncé qu'il avait été transféré pour un examen médical dans un nouveau centre près de Columbus. Le lieu réel sera caché, mais le leur sera public. S'ils le surveillent, ce que nous pensons, ils viendront. Samantha jeta un coup d'œil à son fils. Tu me demandes de le mettre encore en danger ? La voix de Medina baissa. Il est déjà en danger. Cette nuit-là, la presse reçut une information exclusive, Bravo était transféré dans un laboratoire d'analyse comportementale animale public à Columbus pour y être étudié et reconnu. L'établissement n'était pas réel. C'était une coquille vide, un piège en dehors de la ville, sur une route secondaire bordée de pins et de terres agricoles. Des agents fédéraux avaient installé des caméras, des tireurs d'élite et des capteurs de périmètre autour d'un site d'entraînement rural autrefois utilisé par la sécurité intérieure. Bravo fut amené à la faveur de la nuit. Medina resta auprès de lui, elle lui faisait plus confiance qu'à la plupart de ses collègues. Ce n'était plus un simple chien, c'était un partenaire. Arrivé à la zone clôturée, Bravo s'arrêta. Il renifla l'air, gronda doucement, les oreilles relevées. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon » murmura-t-elle. Mais il ne répondit pas. Il n'aboyait jamais quand il était vraiment inquiet, il se préparait simplement. Lorsque les détecteurs de mouvement détectèrent un mouvement au périmètre, une silhouette isolée ni véhicule, ni trace thermique d'armes s'approcha lentement et prudemment de la clôture. Bravo se leva à l'intérieur du bâtiment et se mit à faire les 100 pas. Il ne grognait pas, n'aboyait pas non plus, mais son poil était hérissé. C'est alors que Medina remarqua quelque chose d'étrange, Bravo ne regardait pas l'intrus, il levait les yeux.
Un coup soudain retentit non pas du portail, mais du toit. 2 grenades assourdissantes tombèrent dans les conduits d'aération. Les agents se précipitèrent, à moitié aveuglés, s'emparant de leur équipement, criant leur position. Mais Bravo ne broncha pas. Il chargea la porte, la gratta, puis recula. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit brusquement. Medina se retourna juste à temps pour voir une silhouette en tenue tactique complète se précipiter par la brèche. Tactical Black glissa du toit, atterrit au sol et lança une bombe à l'intérieur. Mais Bravo ne s'en prit pas à l'intrus, il courut vers le couloir arrière. C'est alors qu'ils réalisèrent qu'ils étaient 2. L'homme en noir s'enfuit, Grady le poursuivit. Drones activés, hélicoptère prêt au décollage. Mais Bravo, il avait déjà trouvé le 2e, dans la chaufferie, près du générateur de secours. Une autre silhouette était accroupie près d'un appareil de la taille d'une valise, relié au réseau de secours, un perturbateur de signal à distance. Ils ne cherchaient pas seulement à s'échapper de Bravo, ils essayaient d'effacer la surveillance. Il émit un grognement bas, profond, féroce. L'homme se retourna et Bravo bondit. Le temps que l'agent le rejoigne, Bravo avait immobilisé l'homme, vêtements déchirés, visage ensanglanté, poignets disloqués. C'était Stokes, vivant et profondément choqué. Il savait juste où je serais, murmura Stokes, hébété, tandis qu'on le menotte. Medina ne répondit pas, elle regarda Bravo et sourit. Stokes a abandonné plus qu'il ne l'espérait. Il a craqué en 6 heures et leur a tout raconté, les laboratoires, les enfants, les premiers tests sur les populations de réfugiés, les composés efface-mémoire, les corrections comportementales, les essais ratés qui se sont soldés par des traumatismes, voire pire. Et, surtout, il leur a indiqué le prochain lieu de détention de Whitmore, une propriété privée dans les Blue Ridge Mountains, en Caroline du Nord, un complexe construit sous un faux nom, un lieu où, selon Stokes, des enfants étaient toujours détenus. Samantha ne dormit pas cette nuit-là. En fermant les yeux, elle ne vit que Noah attaché à une table d'examen. Elle n'entendit que les aboiements de Bravo qui résonnaient dans ses os. Au lever du soleil, elle prépara un sac pour Noah et l'emmena chez ses sœurs à Cincinnati. Elle ne dit pas quand elle reviendrait. 3 jours plus tard, sous commandement fédéral, une équipe de raid a fait irruption dans le complexe de Caroline du Nord. Ils s'attendaient à des gardes, à de la résistance. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, ce à quoi ils n'étaient pas préparés, c'est ce qu'ils ont découvert sous terre, 4 enfants, mal nourris, silencieux, émotionnellement déprimés, sans aucun souvenir du temps passé là. Une fille, à peu près du même âge que Noah, portait un bracelet d'hôpital avec les initiales, Mégawatt 3. Elle ne parlait pas, mais en voyant Bravo, elle le serra fort dans ses bras. Cette nuit-là, alors que l'équipe rassemblait les preuves et que les équipes médicales emmenaient les enfants aux soins, Grady s'est penché vers Medina. « Je travaille dans le trafic de biote depuis 11 ans, a-t-elle déclaré, je n'ai jamais vu un chien faire ça. Medina baissa les yeux vers Bravo. Il dormait maintenant, la queue frétillant dans un rêve peut-être poursuivant quelque chose, ou peut-être se souvenant. Peut-être aurions-nous dû le laisser nous diriger dès le début, a-t-elle déclaré. Le rapport officiel l'a baptisé Opération Écho Silencieux, le raid dans les Blue Ridge Mountains qui a sauvé 4 enfants. La couverture médiatique a fait l'éloge des agents fédéraux, des analystes et des équipes tactiques, elle a montré des photos de fourgonnettes gouvernementales, de complexes sécurisés, de fonctionnaires soulagés se serrant la main. Mais les personnes présentes savaient que ce n'était pas le cas. Tout n'avait pas commencé par un tuyau, une écoute téléphonique ou des aveux, tout avait commencé par un chien canin à la retraite, cabossé, aux yeux pâlis, au pelage grisonnant, et doté d'un souvenir qu'aucun scientifique ne pourrait reproduire. Il s'appelait Bravo, et sans lui, aucun de ses enfants n'aurait été retrouvé. Les enfants secourus du camp de Caroline du Nord ont été emmenés dans un centre de réadaptation post-traumatique à Asheville, où des spécialistes ont travaillé à reconstituer en douceur leur identité et ce qui leur avait été infligé. Au début, ils parlaient peu et ne pleuraient pas non plus. Ils fixaient simplement les murs et dormaient dans des coins. Les médecins appelaient cela l'effet d'aplatissement, le coût émotionnel d'un conditionnement à long terme. Il pouvait falloir des mois,
voire des années, pour reconstruire ce qui avait été volé. Mais un événement inattendu se produisit. L'un des garçons, âgé de 6 ans et pesant à peine 25 kilos, prononça ses premiers mots 2 jours après son arrivée non pas à un médecin, ni à une assistante sociale, mais à Bravo. Il s'agenouilla dans l'herbe à côté du chien, posa doucement sa main sur la tête de Bravo et murmura « Je t'ai vu dans mon rêve ». De retour à Millstone, Samantha Ford tentait de retrouver une vie normale. Noah était plus calme ces derniers temps, pas effrayé, juste plus âgé, comme s'il avait vu quelque chose que la plupart des adultes ne verraient jamais et qu'il avait compris trop tôt. Il ne dormait pas sans Bravo à ses côtés, il n'allait pas à l'école sans lui non plus. Au début, le district avait émis des objections, pas de chiens sur le campus, avait déclaré le directeur, mais en 24 heures, plus de 2000 parents avaient signé une pétition, et le conseil scolaire avait cédé. Bravo était devenu un incontournable de l'école élémentaire Lincoln, à la fois soutien émotionnel, sécurité et légende vivante. Pendant ce temps, Rachel Medina a été promue. Elle ne l'avait pas demandé, elle ne le souhaitait même pas, en réalité. Mais après tout, son nom figurait sur tous les reportages, tous les médias voulaient une citation, toutes les agences voulaient un compte rendu. L'affaire était trop importante pour être ignorée. Elle est restée à Millstone malgré tout, a refusé sa mutation à Washington et a demandé une réaffectation plus proche de la division de la pédocriminalité de l'Ohio. « Je ne veux plus courir après les fugitifs », dit-elle à Grady un matin autour d'un café. « Je veux poursuivre ceux qui ne laissent pas de traces écrites. » Grady l'a compris. Certaines choses vous changent à jamais. Au printemps, la santé de Bravo a commencé à décliner. Rien de soudain, juste des mouvements plus lents, des raideurs articulaires et un manque d'intérêt pour la nourriture. Il a parcouru beaucoup de kilomètres, dit doucement le docteur Moral, le vétérinaire de la ville. Il a beaucoup d'histoires. Ils ont ajusté son alimentation, lui ont donné des compléments alimentaires et l'ont laissé faire des siestes plus longues au soleil. Noé a été celui qui a eu le plus de mal. Va-t-il mourir, demanda-t-il un soir à Samantha. Elle s'agenouilla à ses côtés. Pas avant un moment, chérie. Et quand il le fera, il saura qu'il a fait tout ce qu'il devait faire. Noah n'a pas pleuré. Il s'est juste penché vers Bravo et a murmuré, « S'il te plaît, reste. » Cet été-là, le gouverneur les invita tous dans la capitale de l'État. Une cérémonie eut lieu, Bravo reçut la médaille de la vaillance civile de l'Ohio, le premier animal de l'histoire de l'État à la recevoir. Une statue de bronze fut commandée pour Millstone Town Square. Elle représentait Bravo en mouvement, la tête basse, le regard droit devant, protégeant un enfant. Samantha se tenait dans la foule, tenant la main de Noah. Il ne souriait pas aux caméras, mais lorsque Bravo s'assit à côté de lui, la queue battante, le garçon se pencha et embrassa le museau du chien. C'était tout ce qui comptait. 2 semaines plus tard, Bravo s'est effondré dans le jardin. Il ne souffrait pas, juste fatigué. On l'a emmené d'urgence au cabinet du docteur Moral, où il a été stabilisé et gardé pour la nuit. Medina a appelé, Grady a appelé de Washington. Des gens de tout le pays ont envoyé des messages, des lettres, des dons, certains ont même traversé l'État en voiture juste pour s'asseoir devant le cabinet du vétérinaire et prier. À l'intérieur, Bravo dormait paisiblement, la tête appuyée contre la jambe de Noah, tandis que le garçon murmurait des histoires, des promesses et des remerciements dans sa fourrure. La ville retenait son souffle, mais Bravo n'en avait pas fini. Il avait passé la nuit. Il avait passé la semaine. Et un matin, alors que le soleil filtrait à travers les fenêtres, il se leva sur ses jambes tremblantes et sortit sans aide. Noah et Samantha étaient là, Medina aussi. Il regarda autour de lui, comme pour vérifier une dernière fois le périmètre, puis il s'allongea dans l'herbe, le nez levé au vent, et ferma les yeux et cette fois, il ne se réveilla pas. Ils l'ont enterré derrière la maison de Samantha, sous un grand chêne, avec une plaque sur laquelle on pouvait lire. Une semaine plus tard, l'école a organisé une assemblée commémorative. Les enfants ont écrit des lettres, dessiné et allumé des bougies. Une petite fille a déclaré, « Il a sauvé des enfants sans même parler. » Une autre a ajouté,
il était le seul à savoir. Médina continuait de travailler sur des dossiers. Elle se spécialisait désormais dans les affaires de charbon, impliquant des enfants disparus, notamment ceux issus de dossiers incomplets, de foyers non enregistrés, de placements collectifs abandonnés et de rapports de familles d'accueil non recensés. Elle gardait l'étiquette de Bravo sur son bureau. Certaines nuits, elle jurait entendre encore ce grognement sourd dans ses rêves, l'avertissant, l'orientant dans la bonne direction. Et elle écoutait toujours. Quant à Noah, il grandissait. Il guérissait. Il n'oubliait jamais. À chaque anniversaire, il déposait un jouet sous le chêne. Chaque soir, il murmurait « Bonne nuit » à la brise. Chaque fois que quelqu'un disait que les chiens n'étaient que des animaux, il souriait et secouait la tête, car il savait que ce n'était pas le cas. Il connaissait la vérité, Bravo n'était pas qu'un chien, il était la mémoire, l'instinct, la justice. Et quand tout le monde oubliait ce qui se cachait à la vue de tous, lui se souvenait. Merci d'avoir suivi l'histoire de Bravo sur Heroes for Animal. Ces histoires nous rappellent que le courage ne vient pas toujours des humains et que parfois, ceux qui nous sauvent marchent à quatre pattes. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis, si vous pouviez remercier un animal de votre vie, qui serait-ce? Qu'a-t-il fait pour vous que vous n'oublierez jamais?